Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous parler d'un jeu qui est actuellement en financement participatif sur Kickstarter au moment où je fais cette vidéo. Et il s'agit de Copan. Alors, il faut savoir que Copan, c'est un jeu de placement d'ouvriers dans un mode de jeu plutôt expert, on va pas se mentir, c'est un jeu quand même très exigeant et qui va se placer historiquement sur l'histoire et le déclin de Copan, qui est une cité donc maya qui a disparu, qui a été en déclin, qui a périclité au fur et à mesure, qui est monté à une apogée et un âge d'or jusqu'à un effondrement complet lié à plein d'événements. En tout cas, c'est une cité avec une très longue et riche histoire qui a commencé à peu près il y a 3000 ans, avec des petits gaps où elle a été abandonnée puis repeuplée, jusqu'à son âge d'or, donc vraiment son point culminant au 7e siècle, et puis qui a été suivi par son déclin pour plein de raisons différentes, mais notamment principalement pour un problème de déforestation, donc une exploitation intensive des terres autour, qui a fait que les gens ont subi de plus en plus d'inondations, de malnutrition, ont perdu totale confiance en leur gouvernement, sachant qu'à cette époque-là, les gouvernements étaient considérés comme des rois divins, et là ça les a foutus un peu mal. Et donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer une des familles influentes de Copan justement à cet âge d'or juste avant le déclin, et on va vivre ce déclin petit à petit au fur et à mesure de la partie. Donc comme je le disais, c'est un jeu expert, donc à destination d'un public qui est vraiment amateur d'un genre de jeu qui va demander pas mal de temps de réflexion, du temps de jeu aussi, une mise en place qui est quand même relativement longue, on va pas se mentir, mais c'est un jeu qui est dans le fond, finalement, quand on comprend les règles, relativement simple et qui va vraiment donner accès à de belles combos. Il n'est pas si difficile à apprendre, par contre, pour le maîtriser, il va vous falloir un certain nombre de parties. Je vous explique. Pour gagner, il va falloir marquer un maximum de points de victoire. Et pour marquer des points de victoire, il va y avoir un ensemble de zones sur le plateau qui sont des zones d'action qu'on va pouvoir activer pour pouvoir gagner des récompenses, des ressources et des points de victoire. Les zones sont divisées de manière très claire. Donc vous avez sur le dessus du plateau, en haut à gauche, vous avez les villes, vous allez pouvoir construire des ambassades. Donc on va avoir des cités mayas qui sont très connues et dans lesquelles on va pouvoir placer des ambassades tout simplement en dépensant des ressources pour pouvoir placer un de ces jetons dans une de ces villes. Quand on a créé une ambassade, on va pouvoir gagner un jeton avec une récompense aléatoire. Donc on a un petit coffre qu'on ouvre dans lequel on va prendre une récompense. Plus la ville est lointaine et plus évidemment il est difficile d'y accéder et donc plus la récompense est haute, mais on peut placer plusieurs ambassades dans la même ville afin de bénéficier de petits effets bonus qui sont assez sympas, à savoir prendre plusieurs jetons bonus et les révéler en même temps. Quand on a lié son ambassade, on peut également performer l'action de la ville et donc bénéficier des effets qui sont liés, à savoir que les villes sont placées aléatoirement, en tout cas les effets de ville sont placés aléatoirement, ce qui fait que dans aucune partie vous avez tout à fait exactement la même configuration. Parfois, une petite ville vraiment à portée de main qui coûte pas grand chose en termes de ressources va vous donner 8 points de victoire à chaque fois que vous allez l'activer. C'est intéressant. Mais il faut savoir que marquer des ambassades dans un maximum de villes va vous donner beaucoup de points. Si vous avez 6 ambassades mais dans une seule ville, ça sert pas à grand chose au final pour le décompte des points, mais ça peut être une stratégie si c'est une ville intéressante à activer plusieurs fois au fil de la partie. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on a une zone avec la rivière. La rivière, c'est là où vous allez récupérer des tuiles citées. Alors, ces tuiles citées sont hyper importantes parce que lors du déroulement de votre tour, la première chose que vous allez faire avant même d'activer n'importe quelle zone sur le plateau, c'est placer une tuile citée dans un encart de la pyramide. La pyramide est divisée en 4 espaces et quand vous placez une tuile, vous gagnez donc les ressources de la tuile que vous avez placée, mais en fonction d'une réglette qui va faire que descendre et descendre et descendre. Donc au début, c'est cool, la ville est prospère, on est riche, je place un maïs, j'en impacte plusieurs. Si en plus je peux me placer sur un petit endroit qui me donne des bonus, ça me donne encore plus de choses. Par contre, à chaque fois que vous allez faire ça, vous épuisez les ressources en question. Donc ça va être la renommée qui diminue, la nourriture, etc. Donc il faut faire attention, mais quand vous placez votre tuile, vous gagnez des trucs. De plus, quand vous vous mettez à un endroit intéressant sur la pyramide, à savoir que votre tuile touche une tuile précédemment posée, eh bien alors du coup ça fait bing bing bing, c'est comme au flipper, vous avez des petits effets tout marrants, à savoir je place un truc et j'active un truc et tout ce qui est à côté me donne encore plus de ressources. Donc il y a ce truc qui est vraiment très important, et cette tuile on n'en a pas à l'infini, il va falloir aller à la rivière pour en récupérer, et la rivière c'est un peu l'action nulle en fait, c'est l'action que vous faites en disant oh,
Oh, j'ai plus d'argent, bon je vais faire l'action qui me donne 2 pièces d'argent. On est un petit peu dans ce mood là. Et pourtant c'est une action, si vous l'utilisez bien dans un bon timing, vous pouvez également bénéficier d'effets très très cool, à savoir acheter des extensions pour stocker de plus en plus de ressources sur votre plateau. Et les ressources sont hyper importantes parce qu'elles vont diminuer très très fort au fur et à mesure de la partie. La troisième partie du plateau qui est très importante, c'est le jeu de balle. Alors le jeu de balle, ancêtre de n'importe quel jeu de balle que vous imaginez, que ce soit basket, football, volley, etc. 2 équipes s'affrontent, mais là en l'occurrence tous les joueurs vont s'affronter. Donc l'idée c'est que vous allez vous placer à cet endroit-là, vous allez mettre un jeton qui représentera un joueur là. Ce qui est bien c'est que ces jetons sont multifonctions, ce sont les mêmes que vous placez dans les ambassades, les mêmes que vous placez ici. Mais en fonction de l'endroit où ils se trouvent, ils sont autre chose. Là, ce sont des joueurs et vous vous placez d'un côté ou de l'autre d'une ligne. Et le côté où vous vous placez, vous allez pouvoir dépenser ensuite des ressources pour acquérir un des 3 personnages influents qui se trouvent de votre côté du terrain. Les personnages en question sont soit des one-shots, que vous allez pouvoir utiliser tout de suite ou garder plus tard pour le futur, afin de bénéficier d'une action très puissante, mais ils sont également des personnages qui vous donnent des bonus tout au long de la partie, voire des scorings supplémentaires de fin de partie. Donc c'est une stratégie que vous allez développer au fil du jeu, placer des joueurs dans le jeu de balle pour pouvoir acquérir des personnages influents, mais pas que, puisque à la fin de la partie, il y a également un système de majorité. Donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, les 2 côtés du terrain de jeu de balle vont être évalués. Le joueur qui sera en majorité va recevoir un certain nombre de points et c'est dégressif. Et le joueur qui aura mis en totalité le plus de joueurs sur le jeu de balle va recevoir encore des nouveaux points. Donc il y a un aspect majorité aussi qui est assez important dans le placement du jeu de balle, comme on va l'avoir dans le placement des cités, à savoir que par contre pour le placement des ambassades, il n'y a pas de système de majorité, il y a juste un système de présence. Et la 4e partie qui est très importante, c'est l'hôtel. Dans l'hôtel, vous avez un ensemble de cartes différentes. Lorsque vous mettez votre totem à cet endroit-là, vous choisissez lequel des 3 espaces des cartes vous allez utiliser et activer. En faisant ça, ça vous permet de gagner des points de victoire, toujours très utile. Ça vous permet également de gagner des petites ressources. C'est intéressant quand vous voulez par exemple faire des échanges. J'ai gagné beaucoup de maïs d'un coup, mais en fait j'ai pas besoin de maïs, j'ai plutôt besoin de balles pour aller sur le jeu de balles. Vous pouvez faire ces échanges de manière très avantageuse en bas et vous pouvez surtout monter sur les escaliers de la pyramide. C'est très important parce que c'est aussi un scoring de fin de partie que je vais vous expliquer. La dernière partie du plateau à activer, ça va être l'escalier hiéroglyphique. À cet endroit-là, quand vous vous placez, vous allez pouvoir choisir un des 3 étages. Alors vous avez l'étage qui est très intéressant, c'est l'étage où vous allez recevoir 3 cartes d'un coup, qui va vous faire un tout petit peu monter sur l'escalier de la pyramide, mais les cartes que vous collectionnez sont importantes parce que vous allez pouvoir plus tard les échanger contre des morceaux de masque de jade. Chaque joueur a un petit plateau personnel qui au début est vide et au fur et à mesure des cartes que vous allez acquérir via l'escalier hiéroglyphique, vous allez pouvoir les échanger pour pouvoir acquérir une ou plusieurs pièces de masque et reconstituer au fur et à mesure le masque de jade de votre famille, ce qui est un grand élément de prestige. Il faut savoir aussi que non seulement ça va vous filer des points de victoire quand vous l'aurez complètement terminé, mais en plus au fur et à mesure de la partie, quand vous posez des pièces dessus, à chaque fois que je mets un morceau et que je recouvre une partie, je bénéficie d'effets bonus qui sont particulièrement intéressants. Et donc la dernière partie, c'est la pyramide. C'est pas vraiment une partie où on peut se placer, mais c'est une partie où chacun va avoir des meeples à sa couleur, donc des membres de sa famille, et on va devoir, on a tout intérêt à le faire, avancer sur cette pyramide parce que quand on commence avec des stats très très nuls, à savoir, par exemple, j'ai moins 2 points de victoire pour chaque pièce de masque que j'aurai construite. Si je décide de construire beaucoup de morceaux de masque, j'ai intérêt à monter sur l'escalier de cette pyramide pour arriver éventuellement au maximum, bénéficier d'un petit bonus au passage et ça c'est cool, mais surtout valoriser. Et plus vous montez dans l'escalier, plus la récompense est intéressante. On passe de -2 à -1 à 0, puis à 1 point de victoire par pièce de masque, et puis à 2. Et si on construit l'entièreté de son masque, c'est quand même 32 points de victoire, c'est énorme. Sachant que dans une moyenne d'une partie normale, vous tournez de toute façon archi facilement aux 150 points de victoire. Donc ça, c'est vraiment la base. Donc 32, c'est quand même un beau morceau, c'est un 5e, rien qu'en ayant fait votre masque et en ayant majoriser ces points grâce à votre montée sur l'escalier de la pyramide centrale. Donc je récapitule, vous avez 5 zones, à savoir les ambassades qu'on construit dans les villes pour pouvoir gagner des points de victoire et des petits bonus très très intéressants. On a également la rivière dans laquelle on va aller chercher les tuiles qui nous permettent d'être placés pour pouvoir générer des ressources. On a le jeu de balle où on va pouvoir acquérir des personnages influents qui vont nous aider soit en one shot, soit en fin de partie, soit tout au long de la partie.
On a les hôtels qui sont importants parce qu'on a tendance à les négliger au début de partie parce qu'on ne comprend pas très bien, mais en fait, ils sont hyper efficaces en termes d'échange de ressources, de revenus, de points de victoire et de montée très rapide et très forte sur les escaliers. Et puis on a le fameux escalier hiéroglyphique qui est encore une partie à part dans laquelle on va pouvoir prendre des cartes et les échanger pour pouvoir construire son masque de jade petit à petit. Maintenant que vous avez tous les éléments en main, vous comprenez que finalement le jeu en soi est pas très compliqué. Un tour de jeu, c'est extrêmement simple. Tout d'abord, vous placez une de vos tuiles ressources sur un des encarts de l'escalier pyramidal. Là, vous allez générer, c'est ce qu'on appelle la cour, vous allez générer à la cour des ressources que vous notez sur votre plaquette personnelle. Ensuite, vous avez votre totem que vous placez à un des 5 endroits qui est disponible sur le plateau. Vous faites l'action qui est liée et puis c'est tout. C'est à l'autre joueur, puis un autre jusqu'à ce que ça revienne à vous et ainsi de suite. Il faut savoir donc que malgré que cette action est extrêmement simple, il y a dans tous les sens des petites choses à activer qui vont développer des combos archi intéressantes. Donc à la base, juste mettre une tuile, prendre ses ressources, se placer et faire l'action du lieu, ça n'a pas l'air fort complexe et ça n'a pas l'air fort expert. Mais par contre, ce qui va être très intéressant, c'est qu'il y a des millions de petites subtilités. En prenant un certain personnage au jeu de balle, je peux le poser, l'activer tout de suite et faire une action supplémentaire, à savoir chercher une carte de masque et échanger donc, puisque j'ai assez de cartes, poser un truc sur mon masque de jade, pouvoir réactiver une nouvelle action grâce au masque de jade et ainsi de suite. Donc il y a un effet vraiment... tout s'emballe d'un coup. Dans certains tours, on fait des choses très simples. Je me pose, je ramasse une ressource et basta. Et puis, dans certains tours, il va y avoir vraiment cette espèce d'enchaînement de micro-actions qui s'appellent les unes les autres et qui sont extrêmement fortes, très puissantes et qu'il va falloir vraiment bien planifier de manière intelligente puisque c'est vraiment ce qui va vous donner accès à la victoire. Sincèrement, il faut essayer de jouer un petit peu sur tous les tableaux, ça vaut la peine. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on peut totalement négliger un des aspects du jeu et marquer quand même pas mal de points si on a bien valoriser tous les autres aspects qui restent quand même relativement très intéressants, tous à leur propre niveau. En termes de fin de partie, au fur et à mesure que vous jouez, vous épuisez les ressources. Donc comme je vous l'ai dit, il va y avoir une réglette qui représente chacune des 4 ressources principales. Au fur et à mesure que vous activez ces réglettes en disant « je place une tuile maïs, donc je bénéficie de maïs », je descends petit à petit sur la piste de la réglette de maïs. Et au début, là où le maïs était intéressant et générait 2 à chaque pose de tuiles, on va passer à plus que 1 et puis on va passer à rien du tout si ce n'est une succession de catastrophes. Il faut savoir qu'on a choisi en amont de la partie une carte qu'on aura placée sur un petit espace du plateau et qui est la carte événement. Il existe plus d'une douzaine de cartes événements, je pense, qui va vous donner un petit peu des goûts de parties différents, donc des parties plus rapides ou plus longues ou plus complexes ou plus faciles, tout simplement parce que à chaque fois que vous allez déclencher un événement, soit en passant dans un stade de ressources donc qui est de plus en plus rare, ou quand vous placez votre tuile à un endroit sur la cour qui va générer aussi ces événements. Ça va être n'importe quoi, famine, sécheresse, ce que vous voulez, ça peut vous donner des trucs négatifs, à savoir vous allez perdre des ressources, ou vous allez perdre des points ou des choses qui vous appartiennent, ou au contraire vous baissez encore d'un cran sur un truc, donc c'est vraiment archi punitif, et parfois il y a des petites choses positives. Tout ça va être décidé avec un dé, c'est la seule utilité du dé du jeu, c'est je lance le dé, et l'événement aléatoire qui en découle va m'être indiqué par la carte qu'on aura choisie en début de partie. Donc on va faire cette succession d'actions pour faire petit à petit baisser les ressources, c'est inévitable, et lorsque 2 ressources arrivent complètement en bas de la piste et qu'elles sont totalement à 0, la partie s'arrête. On va quand même finir le tour de table en cours pour que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours, et puis ça se termine. On peut également terminer la partie d'une autre manière, c'est si on a quand même réussi à gérer intelligemment les ressources, parce qu'il y a moyen d'en avoir autrement qu'en les générant sur le plateau, on peut tout simplement avoir posé assez de tuiles un peu partout sur le centre de la pyramide, donc dans la cour, et quand on a clôturé l'entièreté des zones, idem, la partie s'arrête et se termine. On va faire ensuite le décompte des points de victoire en fonction donc des différentes majorités que je vous ai expliquées, donc la majorité de placement, la majorité de jeux de balles, etc., les ambassades, les endroits où on se trouve sur les escaliers qui vont être très différents en fonction des joueurs et de ce qu'ils auront décidé de valoriser ou pas, et on fait le total, celui qui aura le plus de points de victoire aura gagné la partie. Alors il faut savoir que le gros intérêt de Copan, c'est vraiment cette impression que, contrairement à beaucoup de jeux où on joue un peu en éventail, donc on commence avec des micro-actions très nulles, puis au fur et à mesure on a de plus en plus de ressources, de plus en plus d'actions et plein de choses à faire. Ici dans Copan on sent vraiment le truc qui s'effondre sur lui-même, donc on est un peu en entonnoir. Au début on a 1000 possibilités, on peut se placer où on veut, on gagne plein de ressources, on a plein de trucs à faire, et d'ailleurs très vite on a besoin d'une extension de plateau, parce qu'en fait on cumule tellement de ressources à la fois qu'on ne sait pas quoi en faire.
Et puis en fait, au fur et à mesure de la partie, on sent que ça devient de plus en plus difficile d'en accumuler. Alors j'ai jamais eu le sentiment d'être complètement pauvre et de n'avoir rien du tout à faire, c'est pas ça, on reste quand même une famille noble, mais par contre on sent que effectivement ça va pas être si simple que ça si on continue à utiliser les ressources de manière aussi excessive. En fait, on va de toute façon être bloqué à un moment ou un autre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous planifiez bien ce phénomène en amont de la partie, si vous vous rendez compte qu'il va falloir très vite créer une extension de plateau pour très vite stocker plein de ressources pour pouvoir les utiliser de manière un peu intelligente, bien les valoriser grâce aux hôtels, grâce aux personnages du jeu de balle, etc. Et bien en fait, vous sentez que la cité périclite autour de vous, mais vous allez vous en sortir haut la main. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a donc ce truc de la gestion de ressources qui est hyper tendu, puisque les joueurs qui n'auront pas pensé vont vraiment le subir sur la fin de la partie, surtout s'il y en a qui sont un peu chafouins et qui décident d'accélérer la fin en volontairement épuisant les ressources, sachant que en faisant ça on approche la fin de la partie. Donc il y a un truc aussi très important, c'est que au début on joue très fort dans son coin, chacun fait un peu son machin, et puis quand on commence à voir qu'on approche de la fin de la partie, on peut décider de dire: je sais que ce joueur aimerait bien placer encore une ambassade dans les villes parce que ça va lui donner clairement un avantage et un boost de points de victoire. J'ai intérêt à accélérer la partie pour l'empêcher de faire ce genre de choses. Donc c'est très bien, c'est une interaction tout à fait indirecte, comme beaucoup de jeux de placement d'ouvriers un peu experts. Donc on ne va pas aller casser des choses chez les autres, mais on sait qu'on peut un peu les embêter. Donc voilà, si vous aimez le jeu de gestion de ressources, mais que vous avez envie de le découvrir sous un jour nouveau, avec le petit twist de jouer ses actions de manière vraiment big boss au début, et puis au fur et à mesure, je peine de plus en plus à accumuler, ça va vous intéresser, ça devrait vraiment beaucoup vous plaire. Faut savoir aussi que en termes de sensations de jeu, si vous avez joué à des choses comme par exemple Domination, Muséum ou Encyclopédia, on est vraiment dans cette même veine-là. D'ailleurs, les auteurs sont aussi les auteurs des jeux que je viens d'évoquer. Donc, vous sentez qu'il y a quand même une filiation entre ces jeux, et c'est très chouette parce qu'on y retrouve vraiment des sensations similaires sans avoir l'impression de revoir encore le même jeu. Par exemple ici il n'y a pas du tout l'aspect collection qui existe, vraiment c'est très différent de ce qu'on pourrait retrouver dans un muséum ou un encyclopédia, mais il y a quand même des petits trucs qui font: ah oui tiens, ça c'est marrant, ça me rappelle tel jeu. Donc si vous êtes amateur des jeux précédemment cités, vous devriez clairement y trouver votre compte. À savoir que par contre c'est certainement un jeu qui va vous demander beaucoup de temps d'implication. Sur la boîte que j'ai, c'est une boîte prototype, et il est marqué 25 minutes par joueur. C'est faux. Clairement, quand vous êtes 2 joueurs, vous tournez pour une partie découverte à minimum 2 heures, et à 4 joueurs, on est dans les 3 heures passées. Après, une fois qu'on a compris les règles et que tout s'installe, ça va évidemment de plus en plus vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai livré toute l'explication de Copan. Grâce à moi, même sans livre de règles, vous pouvez quasiment jouer. Donc c'est vraiment une explication très précise que je vous ai donnée, parce que j'avais envie de vous faire ressentir comment fonctionnait le jeu, quelles sont les différentes actions que vous pouvez faire. Voilà, je me suis pas attardée ni par exemple sur la beauté excessive du jeu, parce que les illustrations sont absolument dingos. Je trouve que ça rend hyper fort justice, et surtout ce que j'aime bien, c'est qu'on sort un petit peu du côté très jaune marronasse qu'on peut trouver sur d'autres jeux type Teotihuacan, etc., qui sont un peu frustrants visuellement. Ici on est dans du jeu extrêmement beau, graphiquement absolument impeccable, et en plus mais c'est un très bon jeu. Donc j'ai envie que vous alliez voir la page du projet de financement participatif. J'ai envie que vous découvriez par vous-même si ce jeu est fait pour vous, et n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que ça vous inspire. Et sinon, je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais on va reprendre le rythme maintenant que la saison des festivals et des GN est derrière moi, et donc on va pouvoir recommencer à se voir très souvent et très bientôt. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, et sinon moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!